Et bravo aux Bleus, 36 médailles au total. Mathieu Hoc, une réaction peut-être sur cette délégation française qui nous fait plaisir tous les jours, en fait, Bah, tout simplement. oui, la délégation française rend fiers les Français et avec ceci, le tableau des médailles est quand même assez symptomatique de cela. On voit quand même aujourd'hui que les résultats de la politique sportive qui ont été menés après le tournant 1998, où on a décidé de passer d'une nation qui était, on va dire, un perdant malheureux, mais un perdant un peu joyeux, enfin un perdant joyeux, pardon, où on était un beau perdant d'une certaine façon, une nation beau perdant. On est passé à une nation véritablement où c'est professionnalisé, où on arrive à gagner. Et maintenant, les Jeux Olympiques 2024 devaient être justement le moment où la France devait passer un cap en termes de nombre de médailles, rattraper le Royaume-Uni, parce qu'on a souvent été en retard sur le Royaume-Uni quand on prend les différents pays, parce que bon, sur la Chine, les États-Unis, c'est tout à fait normal. L'Australie est très forte assez habituellement aux Jeux Olympiques, et la Grande-Bretagne aussi est très forte, puisque la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques de Londres avait raflé un peu plus de 70 médailles, dont 29 en or, je crois. Donc ça montre que la France est en train de rattraper le Royaume-Uni, qui est quand même un pays qui est à peu près similaire en termes de nombre de population et en termes de diversité de profils sportifs. C'est quelque chose c'est vraiment une bonne chose. Ça montre que les efforts que l'on fait collectivement en termes de politique sportive vont dans le bon sens. Ça participe également peut-être à la réussite de ces Jeux, Mathieu. Oui, effectivement. Et d'autant plus que avant l'organisation, enfin, la semaine avant, avant le début des Jeux Olympiques, il y avait un petit peu un sentiment de flou. Enfin, moi, je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous parliez avec les policiers, parce que comme il y avait eu on va dire la bunkerisation de Paris, qu'il fallait sécuriser la cérémonie d'ouverture, avec l'instauration des QR codes, des zones grises, etc. Les policiers étaient très démunis puisqu'ils n'avaient pas les consignes, ils ne savaient pas orienter la population puisque les consignes changeaient tout le temps. Moi, je me rappelle de policiers qui me disaient alors là, c'est fermé, mais dans 1 heure, ça va rouvrir. Il y a 1 heure, on nous avait dit quelque chose de contradictoire. Puis vous allez voir le collègue à côté qui vous disait l'inverse. Donc, et ça, c'était parce que justement, en haut de la chaîne de commandement, les consignes n'étaient pas suffisamment claires. Là, maintenant, on s'aperçoit, je suis d'accord avec le constat que vous posez, que les policiers sont beaucoup plus détendus et justement, et qu'ils sont beaucoup plus à l'aise et qu'ils ont envie finalement de contribuer à la réussite de ces Jeux Olympiques. Et il faut les saluer parce que les policiers sont quand même surexploités par le personnel politique depuis au moins 2015, puisque depuis 2015, ils sont chargés de régler tous les problèmes de la société. Et ce podium, c'est rarissime, entièrement tricolore. C'est 3 drapeaux français qui s'élèvent dans le ciel avec la Marseillaise. Forcément, ce sont des images incroyables. Tout à fait. Tout à l'heure, on parlait de sport qui était dominé par certains pays, notamment le tennis de table, où parfois vous vous retrouviez avec trois Chinois qui étaient sur le podium. C'est vrai que pour nous, c'est quelque chose qui est assez unique et inespéré. Et ça fait véritablement plaisir de voir que dans certaines disciplines, eh bien nous aussi, en tant que Français, on est capable de dominer un sport, de dominer une compétition. Et ça fait évidemment plaisir, et je pense que ça fait chaud au cœur aux Français de pouvoir justement avoir des podiums qui soient 100% français, et qu'on puisse avoir la Marseillaise qui puisse résonner le maximum. Mathieu Hoc, vous aussi, c'est natation, votre discipline. C'est ce qu'on disait, effectivement. Et puis surtout, c'est le caractère assez symbolique des courses, notamment. Je pense à la course, je crois que c'est le 200 mètres nage libre, je crois, où il effectue sur le dernier quart de la course une remontée qui est absolument fantastique. Comment ? C'est papillon. C'est papillon. Papillon. Parce qu'en brasse, il domine. On dit brasse ou papillon dans l'oreillette. Papillon. Voilà. Et du coup, aux 200 mètres brasse, par contre, effectivement, il arrive avec 2 secondes d'avance sur le second. Enfin, c'est quelque chose qui est fantastique. Nous, on peut saluer la performance. On a l'impression un petit peu d'avoir notre Michael Phelps français, quoi. On touche le ciel à ce moment-là. Tous les sportifs communient effectivement. Et surtout, pour revenir sur le judo, c'est que la délégation du judo français attendait avec impatience cette première médaille d'or, puisque quand je regardais un petit peu les prévisions, les pronostics, le judo devait être un grand pourvoyeur de médailles, y compris de médailles d'or. En tout cas, quand je regardais les prévisions de l'équipe. Et effectivement, il manquait cette médaille-là. Donc, je pense qu'ils sont d'autant plus contents et satisfaits de la prestation de Teddy Riner. Mathieu Hoc. Oui, en effet, quand on écoute le reportage, ce que dit l'agriculteur est très symptomatique du malaise que vivent les agriculteurs dans notre pays. C'est-à-dire qu'il dit « je n'arrive pas à joindre les deux bouts ». Mais sur les 2 facteurs qui induisent cette phrase que dit l'agriculteur n'ont pas été résolus, puisque de toute façon, ce sont une crise structurelle qui traverse le monde agricole. Sur le plan du revenu, d'abord,
il faut le dire, effectivement, les aides de la PAC, dont une grande partie de la gauche nous explique qu'elles profitent énormément aux céréaliers, etc. Bah là, on est en face d'un exemple typique d'un céréalier qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, puisque effectivement le dispositif de la PAC ne permet plus aujourd'hui aux céréaliers français d'être exportateurs, parce que quand on regarde un petit peu le déficit, enfin les excédents commerciaux agricoles, qui sont notamment portés par le vin, le lait et les céréales, on s'aperçoit que les céréales sont de plus en plus en retrait et que c'est surtout le vin, en réalité, les spiritueux qui justement soutiennent notre excédent commercial. Et puis le deuxième point, c'est donc, il y a une question sur le revenu, et puis il y a un point sur les charges. Or, les charges aujourd'hui des agriculteurs n'ont pas diminué. La politique fiscale est toujours la même, la politique environnementale qui renchérit le coût des productions est toujours la même, puisque au niveau européen, les efforts sur le pacte vert ne vont pas dans ce sens-là et n'iront pas dans ce sens-là, puisque la majorité, comme l'a dit Raphaël Steinville, s'est reconstituée au niveau européen. Mathieu Hoc, 378 jours coupé du monde. Non, mais je rejoins ce qui a été dit. Il y a un vrai sujet sur l'état de santé morale après ces périodes de confinement. Nous, on avait sorti une étude effectivement sur le bilan, on va dire, des confinements en termes de santé psychologique, notamment sur les plus jeunes. On s'est aperçu qu'il y a une augmentation de la consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques chez les jeunes, donc les 18-25 ans, de plus 50%. Et quand on interroge les services, notamment les services de psychiatrie en France, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus aussi de besoins en termes de prise en charge sur les publics les plus jeunes. Donc effectivement, non, je ne suis pas forcément intéressé à l'idée de vivre 378 jours sans être au contact de la société pour aller sur Mars, par exemple. Mathieu. Non, bah, effectivement, je pense que c'est ce qui a été dit dans le reportage. Je pense que ça va être ce seront des pièces de collection. Et peut-être qu'il y a des gens qui se disent que là, aujourd'hui, ça coûte 250 €, mais dans 10, 15, 20, 30, 50 ans, ça va valoir encore plus. Et donc, voire encore moins. Peut-être encore moins, effectivement. Ouais. Mais je pense que beaucoup se disent ça. Et donc, effectivement, on spécule d'une certaine façon sur les goodies. Ça a eu lieu sur d'autres compétitions. Pourquoi pas les Jeux Olympiques? Au fil du temps, on se rapproche de plus en plus à une guerre élargie dans cette région. Oui, tout à fait. Mais il faut revenir aussi quand même sur la position des personnes qui, justement, notamment au Moyen-Orient, qui critiquent l'attitude d'Israël, parce que il y a beaucoup ce discours-là qu'on entend de la part donc, effectivement, du régime iranien. On est coutumier du fait, mais également des autres partenaires, et y compris aussi des partenaires qui, justement, des négociateurs comme le Qatar, qui disent que c'est Israël qui ne veut pas, la trêve à Gaza. Or, il faut quand même dire qu'on a l'impression que Israël est victime d'un deux poids deux mesures de la part de ses détracteurs. Lorsque Israël répond aux attaques du Hamas du 7 octobre par une réponse militaire à Rafah et à Gaza pour punir le Hamas des crimes qu'ils ont commis le 7 octobre, les détracteurs d'Israël disent Israël commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire même un génocide. Lorsque Israël mène une réponse qui est ciblée et proportionnée, c'est-à-dire faire des assassinats ciblés sur des personnalités leaders du mouvement du Hamas, c'est-à-dire branche politique et branche militaire, les détracteurs d'Israël vont dire cette fois-ci, vous, Israël, vous justifiez, vous cherchez, entre guillemets, l'escalade en cherchant à impliquer d'autres acteurs, notamment les États-Unis, les pays occidentaux, dans le conflit. Et donc, vous contribuez à la régionalisation du conflit. Donc, on a l'impression qu'Israël n'a que des mauvais choix pour lutter contre le Hamas, en tout cas quand on écoute ses détracteurs. Un petit mot sur le BMX, Mathieu. Vous faites du BMX ? Pas du tout, non, effectivement. Non. Comme je disais, je suis plutôt sport collectif, je suis plutôt hand, foot, etc. Mais honnêtement, quand j'ai vu Ça fait partie des disciplines qu'on ne connaît pas réellement. Exactement, c'est des disciplines qu'on découvre en fait avec ces Jeux Olympiques, on en découvre tout le temps. Ça fait penser aussi que chaque Jeux Olympique, il y a une nouvelle discipline qui est justement mise à l'honneur. Et effectivement, le BMX, là en l'occurrence, c'est une discipline que l'on découvre et qui est véritablement passionnante à suivre dans des décors qui sont quand même des décors assez magnifiques. Quelle est, Mathieu, la discipline jusque-là qui vous a fait peut-être le plus vibrer, le plus crier peut-être devant votre écran, qui vous a le plus transporté ? Moi, c'est clairement la natation. Je trouve en fait que aux Jeux Olympiques, moi je suis plutôt quelqu'un qui est fan des sports collectifs, mais aux Jeux Olympiques, la natation et l'athlétisme, les courses, que ce soit donc le 50 mètres nage libre, le 200 mètres papillon, etc.,
ou l'athlétisme dont on verra justement les épreuves la semaine prochaine. C'est véritablement ce qui incarne les Jeux Olympiques. Surtout, il y a eu cette fameuse course où Léon Marchand a remonté un peu sur le dernier quart de la course, a remonté son adversaire direct. Je trouve que c'est fantastique et c'est ça qui, moi, m'a procuré le plus d'émotions. L'escrime, quand même, un petit peu aussi. C'est quand même le sport le plus stressant au monde, l'escrime. Oui, et puis l'escrime aussi, ce qui était fantastique, c'est le lieu dans lequel se jouait la discipline, véritablement, au Grand Palais, c'était quelque chose qui était magnifique. Je voulais aussi avoir une pensée pour les frères Lebrun qui au tennis de table, qui font vibrer aussi parce que d'une certaine façon, ça met la lumière sur ce sport qui est un sport un peu de plage, on peut le dire, c'est ce qu'on disait hier. Sport de barbecue, badminton, sport de plage. C'est vrai que ce sont des sports qu'on a l'habitude de faire en famille quand on est jeune, etc. Mais ce sont des vrais sports ultra physiques et très impressionnants. Et c'est d'autant plus impressionnant, je trouve, ce que font les frères Lebrun, dans la mesure où c'est un sport qui est dominé par une nation. Le tennis de table est dominé par la nation chinoise et par une partie de la nation asiatique. Et c'est encore plus compliqué quand vous avez une telle domination sportive, culturelle dans un pays, de pouvoir faire des performances. Je pense notamment, par exemple, aussi à l'athlétisme avec les Jamaïcains, où c'est très compliqué d'aller chercher des médailles quand on est français en athlétisme. Et je trouve, ou même au basket avec les États-Unis, je trouve quand même que c'est d'autant plus marquant que les frères Lebrun arrivent à faire des performances face à des joueurs qui sont dans une culture sportive d'excellence depuis toujours. Mathieu Hoc. Oui, de toute façon, les problèmes des agriculteurs n'ont jamais été réglés réellement de point de vue structurel, puisque la crise qui couvre dans le monde agricole était une crise structurelle. Et les mesures qui avaient été annoncées par Gabriel Attal, la plupart étaient des mesures qui étaient plutôt conjoncturelles. Les mesures structurelles étant reléguées justement à l'été. Et effectivement, avec la dissolution, les européennes, le résultat des européennes, puis la dissolution, ça a tout gelé d'un point de vue politique. Or, les agriculteurs, leur situation n'a pas changé. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, et notamment les céréaliers en sont une illustration parfaite, la crise agricole, elle est structurelle à 3 égards. Il y a une première problématique qui sont les contraintes de production, c'est-à-dire qu'il y a une crise économique au niveau agricole, c'est-à-dire que la France ne produit plus assez d'un point de vue agricole, notre production s'est effondrée, et pire encore, elle est de moins en moins exportatrice, puisque l'agriculture, qui devait être un de nos postes d'exportation les plus importants, ne fait que diminuer, et surtout notre modèle exportateur ne tient quasiment que sur le vin et un petit peu sur les céréales. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est les contraintes en termes normatifs. Là-dessus, ce sont des mesures qui, effectivement, sont plutôt à long terme qui sont nécessaires, puisqu'elles nécessitent l'implication de l'acteur européen. Or, l'acteur européen a été aussi bloqué par justement les élections européennes et par la nomination de Van der Leyen. Donc, l'élection européenne qui, elle, était prévue. Elle était prévue, effectivement. Donc ça, c'était normal que ce soit gelé d'un point de vue européen. Mais pour autant, les agriculteurs, eux, se sont dit, Gabriel Attal va changer notre vie. Il a fait beaucoup d'annonces là-dessus, mais ce sont des annonces qui dépendaient directement de l'Union européenne. Et puis le troisième sujet, c'est un sujet qui est ce qu'on appelle un petit peu les contraintes immatérielles, la crise immatérielle que vit le monde agricole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'exploitants agricoles qui n'arrivent plus à trouver de repreneurs. Et là-dessus, il faut mettre en place une politique qui soit fiscale, une politique incitative. Or, cette politique-là ne peut être qu'une politique structurelle. Et pour cela, il faut aussi le vote d'un nouveau budget avec des crédits alloués nationaux pour la politique agricole. Mathieu Hoc, est-ce que cette cérémonie vous a, à titre personnel, choqué ? Non, moi, elle m'a plutôt plu, j'ai trouvé plutôt grandiose, etc. Par contre, effectivement, ce qu'on a vu dans cette cérémonie d'ouverture, c'est qu'il y avait un message politique et qu'elle a effectivement été, d'une certaine façon, un peu prise en otage par certains qui voulaient faire passer un message politique, j'ai trouvé. Moi, la question surtout que je pose, où j'étais un peu surpris, c'est en fait, quand on regarde la cérémonie d'ouverture et qu'on voit à quel point elle était grandiose et qu'on l'a faite dans la ville de Paris et non dans un stade, c'est-à-dire qu'on a fait une cérémonie d'ouverture pour les gens qui ont regardé à la télé, puisque la plupart des gens qui l'ont regardé, qui étaient sur les berges de Seine, n'ont pas vu grand-chose, n'ont pas tout vu. Donc on a véritablement voulu faire le choix des personnes qui ont organisé cette cérémonie d'ouverture, c'est de le faire pour les gens à la télé, donc c'est-à-dire pour le public français.
quelques entraînements à réaliser, mais sinon, en fait, la plupart du temps, ils nous disent qu'ils s'ennuient vraiment beaucoup. Les points, Mathieu Hoc. Oui, il ne faut pas que le dispositif un peu de sécurité des Jeux Olympiques, qui est très performant, comme ça a été dit dans le reportage, les vols à main armée diminuent, les cambriolages diminuent d'une certaine façon, même si l'été c'est beaucoup moins vrai, puisqu'avec la période estivale, on observe souvent une recrudescence en termes de nombre de cambriolages. On s'aperçoit quand même que Marseille reste une ville qui est gangrénée par l'ultraviolence. Et il faut le dire, je prends toujours ces chiffres-là qui sont quand même assez symptomatiques. En termes de niveau d'homicide, Marseille est recordman en France. C'est-à-dire qu'il y a 4% des homicides en France qui sont faits à Marseille. Or, Marseille ne représente que 1% de la population nationale. Donc, il y a bien une surreprésentation statistique de l'ultraviolence à Marseille. Et en plus de ça, l'ultraviolence à Marseille n'a jamais été aussi importante aujourd'hui que dans l'histoire. Il faut savoir quand même qu'il y a, sur les 3 dernières années, eu autant d'homicides à Marseille qu'entre 1950 et l'an 2000. Donc ça démontre quand même que Marseille est sur une trajectoire qui est très néfaste, que si les pouvoirs publics ne s'attachent pas à un plan de reconquête globale de la ville, puisque la délinquance à Marseille s'est déplacée des quartiers périphériques, donc des quartiers de la prioritaire de la ville, donc quartier nord, etc., vers le centre-ville et vers le Vieux-Port, on observe un basculement de l'insécurité à Marseille qui devient une ville où l'insécurité est généralisée. Mathieu Hoc, on est bien loin de la résolution de ce conflit aujourd'hui, peut-être même bien au contraire, à l'aube d'un embrasement régional au final. Oui, alors même que pour autant, la plupart des pays et des acteurs sur le terrain n'ont pas intérêt à régionaliser le conflit. Ça a été dit, Israël n'a pas intérêt à une régionalisation du conflit, puisqu'Israël est encerclé de puissances qui lui sont hostiles et surtout qui sont beaucoup plus importantes, avec 3 fronts. Un front au sud à Gaza, un front à l'est en Cisjordanie et un front au nord avec le Hezbollah, proxy de l'Iran et la Syrie de Bachar el-Assad. Donc Israël n'y a pas intérêt. Le Hezbollah non plus n'y a pas intérêt, puisque la situation intérieure au Liban, sécuritaire, économique et politique, est tellement épouvantable que si le Hezbollah poursuit son entreprise, on va dire, de déstabilisation d'Israël pour provoquer une riposte israélienne disproportionnée, alors ils vont perdre la soutien d'une partie de la population libanaise qu'ils avaient acquise justement les récentes années. Et puis l'Iran non plus n'y a pas intérêt, puisque l'Iran reste quand même un pays qui a effectivement des capacités militaires très fortes, assez proches finalement d'un État occidental. Quand on regarde en termes de nombre d'avions, nombre de chars, etc., ils sont parfois même je crois qu'ils ont plus d'avions que notre pays, la France. Mais en revanche, c'est un pays c'est un colosse au pied d'argile, puisque d'un point de vue politique, avec le régime tient sur un régime islamiste dictatorial qui opprime les femmes, par exemple, et qui fait face à des révoltes internes, puisque les Iraniens restent un peuple qui est quand même attaché aux libertés fondamentales, ce que n'est pas le régime. Et puis, d'un point de vue économique, l'Iran ne se porte pas non plus très bien que ça, si bien que ça. Donc, l'ensemble des acteurs sur le terrain n'a pas intérêt à régionaliser le conflit, mais il y a quand même un risque qui est dans tout ce type de conflit, qui est ce qu'on appelle le jeu des alliances, un petit peu comme l'Europe en 1914, où vous pouvez avoir, par un jeu des alliances, par un événement anodin, une régionalisation du conflit, un embrasement de la zone.